Alors maintenant que nous avons fini d'implémenter les déplacements du héros, nous allons fermer ça parce que en attendant de continuer son implémentation un petit peu plus tard, nous allons créer cette fois-ci la classe qui va permettre de représenter un ennemi dans notre jeu. Alors j'appuie sur CTRL espace pour ouvrir le Content Drawer et si vous vous rappelez bien, la classe BP ennemi va hériter de la classe BP caractère. Donc je vais faire un clic droit. Je vais venir ici sur Create Child Blueprint Class pour créer un blueprint, une classe d'acteurs qui hérite de la classe BP caractère. Donc je vais cliquer dessus et là je vais faire BP underscore ennemi. Je vais ouvrir ce truc-là, ce nouveau blueprint. Et donc là, étant donné qu'on hérite bien de la classe BP caractère, on a donc l'apparence d'un personnage et en plus de ça, on a les fonctionnalités qui permettent de gérer les points de vie de la classe ennemi. Alors ici, je vais sélectionner le mesh et en gros, ici, nous avons utilisé ça un petit peu plus tôt lorsqu'on faisait lorsqu'on créait le level de notre jeu. Mais là, vous avez les matériaux. C'est un peu comme l'apparence, finalement, de la peau de notre personnage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici et je vais double-cliquer sur le mesh pour l'ouvrir. Donc, SKM Mani. Donc, ça me donne ça. Et ici, on peut voir toujours les deux matériaux qui sont dispo ici. Alors, si vous voyez bien, le truc permet de gérer, ces matériaux permettent de gérer l'apparence de notre personnage. Et pour savoir à quoi correspond chacun de ces matériaux, vous pouvez cliquer ici sur Isolate, sur ce bouton-là. Et là, vous allez voir que le Mani 01 permet de donner l'apparence de ces choses-là. Donc, ne faites pas la même chose que moi, mais là, par exemple, si je fais ici, je clique dessus et je mets n'importe quoi, admettons, je vais mettre Weapon Rifle. Donc, je vais mettre le matériel de l'arme. Là, vous voyez que son apparence va changer complètement. Il va avoir une apparence qui est complètement bizarre parce que c'est un matériel qui n'était pas dédié à ce personnage-là. Ou même, je peux venir ici et choisir de lui donner une apparence de chrome. Et donc là, le personnage va changer complètement d'apparence, en tout cas sur ce matériel bien précis. Voilà, comme vous pouvez le voir ici. Donc là, si je clique sur Isolate pour cacher justement les parties, vous voyez que cette fois-ci, le matériel qui était disponible ici, qui est appliqué sur cette partie-là, a changé. D'accord? Donc ici, je vais remettre mon matériel par défaut, Mani 01. Et donc du coup, en fait, vous l'avez sûrement remarqué, hein, mais ici, si j'ouvre la classe BP Hero, voilà, on a le héros qui a ce skin, finalement, et l'ennemi qui a également ce skin-là. Donc, étant donné qu'ils partagent le même mesh, donc la même apparence, le même modèle 3D, finalement, en fait, nous, on aimerait pouvoir les distinguer pour pouvoir jouer et se dire que finalement, un ennemi est rouge et le player, par exemple, le héros est bleu. Et donc, pour les distinguer, il va falloir qu'on modifie un petit peu les matériaux qui sont disponibles ici. Alors, comme expliqué, donc chacun de ces matériaux définit la couleur d'une partie du personnage. Ici, ça définit par exemple cette partie-là du perso. Et si je clique sur Isolate pour le Mani 2 ici, vous pourrez voir que ça correspond à l'autre partie du personnage. Alors ici, je vais ouvrir Mani 1. Je vais ouvrir ce truc-là. Je vais double-cliquer dessus. Ça va m'ouvrir le matériel en question. Et en fait, si vous regardez bien, il ne s'agit pas vraiment d'un matériel, mais de ce qu'on appelle un material instance. Comment est-ce que je sais ça? Je vais cliquer sur la loupe pour aller ici vers l'asset en question, voilà, qui est disponible là. Et en fait, pour connaître le type d'un objet, vous avez écrit ça disponible ici, Material Instance. Ici, on a Material et Material Instance. Et en gros, quelle est la différence entre un Material Instance et un Material? Vous pouvez voir un petit peu finalement ça comme des fonctions. Vous voyez les fonctions, lorsqu'on les a créées, on va créer une logique. Donc ici, hop, si je viens, donc là je suis dans la classe BP caractère, je vais venir dans Update Health Points, je vais ouvrir, et en fait finalement ici on a créé toute une logique qui permettait de représenter le Update Health Points. Vous voyez ça comme le matériel, et ensuite le fait d'appeler cette fonction-là ailleurs, donc admettons je vais dans l'Event Graph ici, admettons je fais appel à Update Health Points, en fait ce truc-là c'est un peu le Material Instance, c'est un peu le même matériel, donc c'est la même logique puisqu'il y a quelque chose de codé derrière, mais à la place ici je peux changer les différents paramètres et dire pour cette instance de ce matériel je vais mettre -5 pour le delta, et pour l'autre instance du matériel je vais mettre par exemple +10, d'accord? Donc le matériel, si je reviens hop, dans mon Material Instance ici, vous avez les différents paramètres sur le côté. Et si je viens, donc juste derrière moi, je vais mettre ici, hop, à gauche. Si je viens juste là, vous avez justement parent. Et parent, en fait, c'est la définition, c'est en quelque sorte la logique de la fonction qu'il y a derrière. Donc le parent, en l'occurrence ici, c'est M underscore Mani. Et si je double-clique dessus, vous allez voir que tout comme une fonction, nous avons ici toute la logique qui permet de gérer l'apparence du personnage. Donc voilà, c'est vrai, c'est quelque chose
qui est hyper dense, on va pas s'attarder sur ça, ce n'est pas la peine. Nous, tout comme une fonction, on s'en fout de savoir comment est-ce que ça a été codé en arrière-plan, on veut juste accéder aux paramètres pour changer ce qu'on veut. Donc ici, je vais fermer le matériel, je vais fermer le caractère, et donc là, dans la classe MI_Mani, donc l'instance Mani, si on regarde les paramètres qu'il y a de dispo ici, vous avez un paramètre qui s'appelle Tint. Tint, ça veut dire teinte en français, finalement, c'est la couleur de la peau, tout simplement. Donc ici, si je viens cliquer sur Tint et que je change la couleur, admettons je mets quelque chose de rouge, vous voyez que là, ça change l'apparence. Donc là, c'est appliqué sur une sphère, hein, du coup, ça n'a pas forcément la même apparence que notre perso, mais si je laisse ça comme ça et je clique sur OK, donc la teinte est devenue rouge, et si je vais sur SKM Mani, vous voyez que le personnage est devenu rouge. D'accord? Donc là, on a donc notre paramètre ici que l'on voudrait changer pour donner une couleur bleue par exemple pour le héros et obtenir ça, et une couleur rouge pour les ennemis. Donc là, ce qu'on pourrait faire, c'est faire ces choses-là, hein, ce qu'on a fait ici, changer la couleur et laisser tel quel, mais le souci c'est que si je valide ce changement, je vais appuyer sur sauvegarder ici, et que je vais ensuite du coup chez l'ennemi, on peut voir qu'il est devenu bleu, ok, mais le souci c'est que comme le héros possède le même personnage, utilise la même modélisation 3D, et ben en fait lui aussi il est devenu bleu. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? On a deux solutions. La première solution serait d'aller dans l'asset ici, de cliquer dessus, d'aller sur l'asset, de faire un dupliqué, d'accord, de faire une copie, et de changer la teinte et d'appliquer cette copie au héros et faire une autre copie, mettre la teinte à rouge et appliquer à l'ennemi. Mais pour le coup, c'est un petit peu overkill parce qu'on va devoir créer des nouveaux assets. Et là, je vais vous montrer une autre méthode, une meilleure méthode qui permet justement de changer ça sans avoir besoin de créer tout un tas d'assets. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir là. Et ça me fait penser à un petit truc. Je voulais vous présenter aussi un autre aspect des Material Instance. C'est qu'en fait, ici, vous avez le parent. Vous êtes peut-être demandé pourquoi est-ce que lorsque j'ai changé la couleur pour ce matériau, Mani 1, ça a également changé pour le reste, Mani 2. Si je fais sur Isolate, on peut voir que même Mani 2 a changé, alors que si je double-clique dessus et que j'ouvre le Material Instance, bah finalement, ici, la teinte a également changé. Et en fait, c'est simple, c'est parce qu'en gros, ici, si je vais là et que je change la couleur, je mets sur rose et que je sauvegarde, en fait, ici, ce qui se passe, c'est que lui, il va se mettre à jour. Donc là, ça ne se voit pas parce qu'en gros, il faut le fermer et le réouvrir. Et là, vous voyez que c'est devenu rose. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous descendez tout en bas, et que je me mets par exemple sur la gauche, vous pouvez voir que le parent de ce Material Instance, donc MI_Mani 2, c'est MI_Mani 1. C'est-à-dire que tous les changements qui vont être faits dans Mani 1 vont être appliqués aussi à Mani 2. Et ce qui est cool, c'est que si par exemple je veux vraiment que Mani 2 ait sa propre couleur, et ben en fait, je vais venir ici, et là, je vais changer ça, je vais mettre du bleu par exemple, je clique sur OK, et là, je vais venir dans SKM Mani. Et là, vous voyez bien que c'est devenu bleu et que si je retire le Isolate, on a bien du bleu et du rose. D'accord? Donc, il y a aussi une notion d'héritage dans les matériaux. Donc, Mani 1 hérite de la classe parent M_Mani. Et donc, elle a ses propres paramètres prédéfinis. Ce Material Instance a ses propres paramètres définis. Et en plus de ça, Mani 2 hérite de Mani 1 et hérite donc du coup par là même des paramètres par défaut de Mani 1. D'accord? C'est un peu subtil, ne vous inquiétez pas. Je préfère en parler pour qu'au moins vous ayez entendu ce genre de notion un peu pour plus tard. Mais sachez que voilà, l'héritage est valable aussi lorsqu'on travaille avec des matériaux. Donc avant de continuer, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre la couleur par défaut ici dans le tint. Je vais cliquer sur ça. Je vais décocher ici. Je sauvegarde et je ferme. Je vais dans Mani 1 et ici, je vais cliquer ici pour amener la couleur par défaut, la couleur blanche. Donc je sauvegarde. Je ferme ça et donc on a bien le Mani qui a repris sa couleur. Donc ça, c'est fait. Et maintenant, pour changer l'apparence de notre personnage différemment, je vais venir ici dans le BP ennemi. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle le Construction Script qui est disponible ici. Par défaut, il est déjà ouvert, mais si vous l'avez fermé, vous pouvez double-cliquer là et ça va réouvrir le Construction Script. Donc là, je me remets sur la droite. Et du coup, le Construction Script, qu'est-ce que c'est exactement? C'est du code qui va être exécuté lorsque l'acteur va être construit avant d'être placé dans le monde. C'est à ce moment-là, en fait, qu'on va initialiser les components et qu'on va donner les valeurs par défaut aux variables. C'est-à-dire que, admettons que dans notre jeu, un peu plus tard, nous allons mettre en place le système qui va permettre de faire spawn des ennemis dans le monde, et bien en fait, Unreal, au moment où on va lui dire, écoute, fais spawn un ennemi à tel endroit, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire, ok, voilà le blueprint. Le blueprint, finalement, c'est le schéma de l'acteur que tu veux que je spawn. Et donc, je vais dire, ok, ce blueprint, il est composé d'un capsule component avec ses paramètres. D'accord. Je prends un capsule dans ma boîte à outils, je la mets là. Ensuite, je vais prendre un mesh
avec telle apparence et tout ce qu'il faut avec les bons matériaux. Je vais prendre ça, je vais accrocher. Ensuite, tu vas me dire que par exemple, peut-être que dans les variables health points, sur les côtés, tu as initialisé ça à 100. D'accord, je vais prendre la variable, je vais initialiser à 100. Et une fois que tout a été construit, on va prendre ce truc-là et on va le faire spawn dans le level. Et en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'au moment où le construction script va être appelé ici, d'accord, ce truc-là va être appelé avant que l'objet soit placé dans le monde. Et ben en fait, on va prendre le matériel, donc celui qui est disponible ici, finalement, quand je sélectionne le mesh qui est là, on va prendre le matériel, donc les deux en l'occurrence ici, et on va lui dire, écoute, tu as ces matériaux-là que tu es censé mettre sur le mesh. Et en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas juste changer la couleur. Tu vas mettre une couleur que je vais te donner et tu vas l'appliquer au mesh avant de le mettre dans le monde. Donc voilà, nous, on va coder ça tout de suite. Et pour ce faire, nous allons créer une première fonction. Et donc là, pour créer ma fonction, je vais venir ici sur le côté dans Functions et je vais cliquer sur le petit plus pour créer une nouvelle fonction. Donc cette nouvelle fonction, je vais l'appeler Change Body Color. Alors cette fonction-là, c'est simple, elle va prendre le matériel du mesh, d'accord, du personnage, et elle va changer sa couleur en fonction de ce qu'on va lui donner comme paramètre. Donc elle va être appelée bien sûr dans le construction script, donc je vais aller dans le construction script ici, je vais double-cliquer, et tant qu'à faire, je vais faire appel à cette fonction maintenant, même s'il n'y a pas de logique, au moins on n'aura pas à oublier ça un peu plus tard dans cette vidéo. Donc je vais prendre le change body color, je vais le glisser là, et je vais brancher ça ici. Comme ça, dès que le script de construction est lancé, on va appeler notre fonction. Donc maintenant, nous allons pouvoir l'implémenter. Je vais double-cliquer ici sur le node en question. Et là, pour commencer, ce qu'on va faire, c'est que pour pouvoir modifier la couleur du matériel, eh ben, il faut récupérer le matériel. Pour ce faire, on a un node bien pratique qui s'appelle Create Dynamic Material Instance. Donc je vais tirer un câble ici et je vais taper Dynamic Material. Et là, vous avez Create Dynamic Material Instance. Vous avez 3 versions. Quelle est la différence? La différence, c'est simple, c'est qu'en fait, ce truc-là, il va s'appliquer à quelque chose de bien spécifique. Nous, on veut récupérer le matériel du mesh, d'accord? Donc, de ce truc-là, qui est disponible là. Donc, ici, on va prendre, entre parenthèses, mesh. Vous cliquez dessus, ça va vous ajouter automatiquement une référence vers le mesh, que vous pouvez prendre comme ça, là, et ça va vous brancher sur ce truc-là. Donc, le Create Dynamic Material Instance, qu'est-ce que ça va faire? Ça va prendre le matériel du mesh, mais pas n'importe lequel, l'élément 0. Donc, element index 0. Et en fait, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Si je viens ici dans le mesh, vous voyez ici qu'on a bien nos 2 matériels pour 2 parties du corps spécifiques. Et on a donc l'élément 0 et l'élément 1. Donc, on va modifier la couleur sur les 2 éléments dans cette fonction-là. Et donc, on va commencer d'abord par l'élément 0. Donc, ici, j'ai récupéré l'élément 0. Et en fait, le Create Dynamic Material Instance, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre cet élément 0, ce matériau-là, et il va en faire une copie. Ensuite, cette copie, nous allons pouvoir modifier. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire une copie? C'est parce que on ne peut pas modifier un matériau de base qui est déjà appliqué à un truc. Il faut d'abord en faire une copie, modifier la couleur et la rebrancher sur le matériau pour dire en fait, bah écoute, au final, lorsque notre ennemi va être lancé dans le monde, on ne va pas lui appliquer ce truc-là, mais plutôt notre copie qui est ici et que nous allons modifier avec notre code. Donc ici, maintenant que j'ai une copie du matériel, on peut la récupérer ici, dans Return Value. C'est le matériel qui est rendu. Comme une boîte noire, Create Dynamic Material Instance, ça va créer notre copie et ça va nous donner notre copie ici. On s'en fout de savoir comment ça a été implémenté en arrière-plan. Donc là, je tire un câble et en fait, moi, ce que je veux, c'est modifier la couleur. Et si je veux vérifier la couleur, il faut que je récupère son nom. Donc, je vais venir ici dans Mesh. Je vais double-cliquer sur Mani, Mani 01, celui-là. Je vais l'ouvrir. Et donc, nous, pour rappel, le paramètre qu'on veut, c'est le paramètre tint, celui-là. D'accord? Tint est composé de 3 couleurs, rouge, vert et bleu. D'accord? Ce sont les couleurs qui finalement sont ici. Rouge, vert, bleu. Et l'alpha, c'est la transparence. Donc, moi, je vais venir là, dans BP ennemi. Et là, je vais tirer un câble. Je vais faire set vector parameter value. Celui-là. Set vector parameter value. Alors, pour information, un vector, c'est un type de variable qui a plusieurs composantes, notamment en l'occurrence ici rouge, vert et bleu. Donc là, on a le value qui est une couleur. Si je clique dessus, vous voyez que ça nous ouvre le truc et on peut changer la couleur comme on le souhaite. Bon, admettons ici, on va mettre du rouge. Ok, on va mettre une couleur rouge pour dire que voilà, c'est l'ennemi. Voilà, une couleur comme ça. Je clique sur OK. Donc là, on a cette couleur-là. Et en fait, cette fonction-là, comment est-ce qu'elle fonctionne? Elle demande un matériel, donc ici le target, c'est la cible finalement sur laquelle on va appliquer cette fonction. Donc c'est la copie de notre matériel. Et ici, il va demander quel est le nom du paramètre que tu veux modifier. Donc là, none, ça veut dire qu'il n'y a pas de nom. Et nous, on doit trouver le nom du paramètre. C'est simple. Le nom du paramètre ici, c'est le paramètre tint.
Donc il faut qu'on réécrive tint de l'autre côté. Alors attention, ici c'est souvent synonyme d'erreur. Ici, il faut bien respecter la casse. C'est-à-dire que si ça a été écrit T majuscule I N T minuscule, et ben en fait, il faut faire exactement pareil. Donc ici, il faut bien écrire tint, T-I-N-T. Oups, pas tinit. D'ailleurs, justement, donc là, j'ai mal écrit mon truc, j'ai écrit tinit, donc ça ne va pas fonctionner. Il faut vraiment écrire tint. Si par exemple vous faites tint avec un T minuscule, ça ne va pas fonctionner non plus. Donc veillez bien à taper exactement la même chose. Donc ici, je mets tint. Et donc là, on peut choisir la couleur. D'accord? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais compiler. Et donc du coup, pour récapituler, on récupère le matériel du mesh, on en fait une copie. Et dans cette copie-là, on va aller chercher un paramètre qui s'appelle tint pour modifier sa couleur, pour modifier sa valeur, pardon, et appliquer une couleur spécifique. D'accord? Donc ici, je vais compiler, je vais dans le viewport et regardez ce qui se passe. Ici, on a bien la couleur qui a changé. Donc bien sûr, ça a changé qu'une partie du personnage parce que pour le coup, pour le moment, on travaille bien sur Mani 1. D'accord? On travaille bien sur ce matériau-là. Ok? Et si vous avez remarqué, pour le coup, tout à l'heure, quand on changeait la couleur de Mani 1, ça changeait pour Mani 2. Mais là, rappelez-vous, on ne change pas vraiment Mani 1, on change une copie de Mani 1. Donc cette copie, Mani 2 n'hérite pas du tout de cette copie-là. D'accord? Donc ça, c'est bon, je reviens dans Change Body Color. Et du coup, pour éviter d'avoir à tout le temps venir là, changer la couleur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un clic droit sur ça, sur le value ici. Et je vais faire un promote to variable. Et je vais appeler ça color. Body color, pardon. Donc en fait, body color, ici on a créé une variable de type couleur, je compile, et cette couleur-là, elle est stockée dans cette boîte-là, et la couleur est récupérée ici pour modifier la couleur du matériau quand c'est nécessaire. D'accord? Donc là, c'est bon. Et ici, ce que je vais faire, du coup, il faut aussi qu'on change maintenant la couleur du deuxième matériau. On a changé la couleur de l'élément 0, maintenant on va changer la couleur de l'élément 1. Ok? Et donc pour ce faire, on va aller assez vite ici. Je vais prendre ce truc-là. Je vais m'éloigner un petit peu. Je vais appuyer sur CTRL-D pour faire une copie, pour dupliquer tout ça. Et donc ici, tout ce que j'ai à faire, c'est que l'élément index ici, au lieu de mettre 0, je vais mettre ça à 1. Donc résultat, on prend l'élément à l'index 1 et on ajoute aussi body color au truc. Et ce qui est cool, c'est que comme nous avons stocké la couleur dans body color, et que cette couleur-là, elle est appliquée et au premier et au deuxième, on n'a pas besoin de changer la couleur pour les deux. On a juste à changer la couleur ici et mettre du jaune, par exemple. Je clique sur OK, je compile, et là, vous voyez bien que dans le viewport, cette fois-ci, ça a été appliqué sur tout le mesh. OK? Donc là, je reviens dans Change Body Color, et donc on a terminé notre fonction. Je vais sélectionner ça, et je vais ajouter un commentaire. J'appuie sur la touche C de mon clavier, et je vais mettre change la couleur du personnage. Voilà. Bien sûr, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais en gros ici, à la fin, on va tirer un câble et on va faire un return. On va ajouter un return pour dire explicitement à la fonction, à ce stade-là, c'est terminé, tu n'as plus rien à attendre. Ce n'est pas obligatoire, mais on va dire que c'est une bonne pratique. Il faut prendre cette habitude-là de toujours mettre un return à la fin du fonction pour spécifier la fin de la fonction. D'accord? Donc ici, je vais sélectionner ça. Je vais mettre mon petit skin gris là de plus tôt. Voilà, ici, comme ça. Je stocke cette valeur-là, là, et je clique sur OK. Donc là, c'est bon, je compile et je sauvegarde. Donc là, c'est cool. Si je vais dans le viewport, on peut voir que du coup, notre personnage a changé de couleur. Et si vous voulez changer la valeur par défaut des body color, et plus généralement la valeur par défaut des variables, vous pouvez venir ici dans Class Default. Et là, vous avez accès à tous les paramètres de votre acteur, et notamment ici le body color, le health points et le is dead. D'accord? Donc je vais cliquer sur body color, et là, vous pouvez voir que je peux changer la couleur comme je le souhaite. Donc, par exemple, admettons que je vais mettre du rouge pour l'ennemi. D'accord, une couleur un petit peu moins saturée, voilà. Je clique sur OK. Et en fait, c'est sympa, mais il y a un petit problème. Le truc, c'est que ici, je compile, je sauvegarde et l'ennemi est bien rouge, donc c'est sympa. Mais peut-être que le player, lui aussi, il a envie de changer de couleur. Donc, si je vais d'accord et que je clique sur BP Hero, peut-être que lui aussi, il aimerait changer de couleur. Et c'est dommage parce que pour le coup, on a créé une fonctionnalité pour le BP ennemi qui pourrait être utilisée chez le BP Hero. On pourrait par exemple créer aussi et changer la couleur du héros en bleu avec la même logique. Donc c'est possible en fait. Et ce qu'on va faire, c'est que j'ai volontairement commencé par le BP ennemi pour vous montrer comment est-ce qu'on peut faire pour migrer la logique d'un blueprint à l'autre. Alors on va pas s'amuser à recréer ici le body color. À la place, on va utiliser la force de l'héritage et on va déplacer toute la logique du changement de couleur dans la classe caractère.
comme on va mettre ça dans la classe caractère et que le caractère possède le même personnage, et ben en fait, on va créer un body color, un paramètre qui va être partagé par le BP hero et le BP enemy. Donc, pour ce faire, je vais venir ici d'abord dans le construction script du BP enemy et je vais supprimer le change body color parce que nous allons appeler justement cette logique dans le parent, dans le BP caractère, qui va être appelée justement grâce ici à la logique parent construction script. Donc, je compile. Je sauvegarde et maintenant je vais vouloir déplacer le change body color dans la classe BP caractère. Comment est-ce que je vais faire? Je vais venir ici sur le petit crayon, je vais cliquer dessus pour ouvrir la classe BP caractère. Et là, je vais venir dans le BP enemy, je vais faire un clic droit et là vous avez cut. Vous avez également une option Move to Parent Class, mais on ne va pas l'utiliser parce que ça permet justement de déplacer dans la classe parent. Mais pour le coup, je voulais vous montrer comment couper parce qu'on ne va pas forcément utiliser cette fonctionnalité-là que dans le cas où on va emmener chez un parent. On peut très bien prendre cette fonctionnalité pour emmener dans un autre blueprint. Donc si je vais venir sur Cut, voilà, ça va me couper la fonction. Ensuite, je vais aller dans BP caractère et ici, je vais dans Fonction, je vais faire un clic droit et je vais mettre Paste Function pour coller la fonction. Donc là, elle apparaît bien ici. Je vais venir dans le BP enemy et je vais compiler. Je vais venir dans le BP caractère et là, quand je vais compiler, ça va me mettre une erreur. Donc là, ici, l'erreur, elle est dispo là, d'accord? Ça m'a compilé, on me montre bien un truc rouge pour dire, il y a une erreur quelque part. Et ensuite, ce qui est cool, c'est que les erreurs sont répertoriées là en bas. Et si vous double-cliquez dessus, ça vous zoome sur l'endroit qui a un problème dans votre code. Donc ici, si vous regardez bien, il faut apprendre à lire en fait les erreurs. Donc là, vous voyez, la propriété associée à body color ne peut pas être trouvée. Et ici, impossible de trouver une variable qui s'appelle body color dans BP caractère. Et en fait, il n'a pas tort finalement parce que si vous regardez là, on n'a pas de variable body color. Et en fait, ici, il dit, tu récupères une variable qui s'appelle body color dans cet acteur-là, et pour le coup, nous, on n'a pas. Donc, pour corriger ça, il faut créer justement cette variable body color dans la classe caractère. On a deux méthodes. La première, ne copiez pas parce qu'on va utiliser la deuxième. Je vais venir ici, je vais faire un clic droit, et je fais create variable body color. Donc là, je vais cliquer dessus, je vais compiler. Voilà, et là, l'erreur est corrigée parce que justement, body color existe bien ici. Donc là, il n'a plus de souci. Par contre, le problème avec ça, c'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, le body color, il est devenu noir. Sauf que nous, on avait mis une valeur par défaut. Peut-être que finalement, on voulait la valeur jaune ou la valeur rouge que nous avons créée plus tôt. Si je vais dans BP enemy, là déjà, vous voyez que body color a changé de nom automatiquement parce que nous avons créé body color dans le parent. Comme ça a été créé dans le parent, body color, ce qui se passe, c'est qu'ici, BP enemy hérite déjà d'une variable body color. Et donc, Unreal Engine se dit, écoute, cette variable-là, c'est pas la même, donc on va juste changer son nom pour ne pas qu'il y ait confusion. Donc là, regardez bien, ça c'est la première variable que nous avons créée. Et ici, on avait mis une couleur rouge. Sauf que là, quand on a créé, il a mis une couleur noire. Donc, je vais faire CTRL-Z pour annuler la création. Ok, donc là, il me remet cette erreur-là, je vais compiler. Et là, on a bien l'erreur. Et si je veux garder la valeur par défaut que j'avais au tout début, je vais venir dans le BP enemy. Je vais faire un clic droit sur body color ici. Et je vais faire cut. Au moins, là, on va récupérer la variable avec sa valeur par défaut. Je vais aller dans BP caractère. Et là, je vais dans variable, je fais un clic droit et paste variable. Et là, donc ça a créé la variable body color. Je compile. Et là, si je sélectionne, pour le coup, il y a eu un petit bug, mais normalement, de votre côté, ça devrait mettre la couleur par défaut, donc la couleur rouge. Ok, donc pour le coup, ici, ça a bugué parce que je pense que j'ai utilisé, étant donné que j'ai utilisé la première version, ça a peut-être fait planter Unreal pour le coup. Donc, je vais laisser en rouge et je vais cliquer sur OK. D'accord? Donc là, maintenant que ça c'est fait, je compile, je vais aller dans le construction script, donc toujours dans le BP caractère. Et ici, je vais faire appel à ma fonction change body color. Donc, je vais prendre ça, je vais glisser ici. Je vais brancher ça là. Et voilà. Donc là, on est bien dans la classe BP caractère. Elle appelle la fonction change body color. Je compile. Et donc à partir de ce moment-là, toutes les classes enfants vont hériter de cette fonctionnalité-là. Donc je vais dans le BP enemy. Je vais dans le viewport. Et là, vous voyez que le personnage est bien rouge alors qu'il n'a plus la logique d'implémenter ici. Tout simplement parce que si je vais dans le construction script, ici, on a bien fait appel à la logique du parent. Et la logique du parent, c'est quoi? C'est le fait d'appeler change body color. Donc maintenant, je vais venir ici dans class defaults. Et là, vous avez votre paramètre body color qui est hérité. Et vous pouvez changer sa couleur. Donc ici, si je vais dans le viewport, on peut changer la couleur. Donc l'ennemi, en l'occurrence, je vais le laisser en rouge. Parce que c'est bien comme ça. Je clique sur OK. Par contre, je vais aller dans le BP hero.
Et là, lui aussi, il est devenu rouge, mais c'est pas ce qu'on veut. Je vais venir dans classe default. Et là, je vais changer sa couleur. Vous mettez ce que vous voulez, mais moi, perso, je vais mettre du bleu. Voilà. Comme dans Red versus Blue. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent. Mais si vous faites partie de l'époque Halo 3, vous savez de quoi je parle. Donc là, je compile, je sauvegarde. Et du coup, on a bien un skin différent pour le héros et l'ennemi. Alors maintenant que l'apparence de l'ennemi a été mise en place, nous allons pouvoir cette fois-ci nous attarder sur la création de son intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle que nous allons créer ici, c'est une intelligence artificielle très basique qui va permettre de faire en sorte que l'ennemi suive constamment le joueur. Donc dès que l'IA entre en jeu, elle cherche le joueur et elle le traque constamment, elle le suit dans ses moindres faits et gestes. Alors pour ce faire, on va devoir créer ce qu'on appelle un AI controller. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais pour une petite piqûre de rappel, au tout début de cette formation, je vous ai expliqué quelles étaient les différentes classes d'Unreal et je vous ai parlé des classes de type controller qui permettent de prendre le contrôle d'un pawn et de lui dire quoi faire. Il y a deux types de contrôleurs. Le player controller lorsque c'est contrôlé par un vrai player, un humain comme moi qui suis en train de jouer avec le héros par exemple, et le AI controller qui représente finalement une intelligence artificielle qui va permettre de dire au pawn en question ce qu'il doit faire. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ce fameux AI controller et c'est lui qui va permettre de dire au pawn, bah, écoute, voilà le player, vas-y, va le chercher. Donc je vais appuyer sur CTRL espace, je vais aller dans le dossier Core et ici, je vais faire un clic droit, je vais venir dans Blueprint Class. Et là, ici, il va falloir que je choisisse la classe parent, donc la classe AI Controller. Donc, vous voyez qu'ici, on a les classes parents par défaut, les classes communes, Actor, Pawn, Caractère, Player Controller, mais il n'y a pas AI Controller. Et du coup, pour trouver le AI Controller, il faut venir cliquer ici sur All Classes, et là, dans la barre de recherche, je vais taper AI, espace Controller, avec 2 L, et vous avez ici, du coup, AI Controller. Donc, on va sélectionner la classe AI Controller comme classe parent. Je vais cliquer sur Select, et je vais renommer ça AIC pour AI Controller underscore enemy. Donc je vais ouvrir et là vous allez voir que du coup c'est un blueprint comme les autres vu qu'il a Construction Script, Viewport et Event Graph. Par contre si vous allez dans l'Event Graph, vous allez voir ici qu'en fait vous voyez les événements par défaut qu'il y avait dans les autres classes, donc BP enemy, je vais dans Event Graph, vous voyez qu'ici il y a Begin Play, Begin Overlap et Eventic. Dans la classe AI Controller, il y a Begin Play et Eventic et pas Begin Overlap. Pourquoi ? Tout simplement parce que la classe AI Controller, finalement, c'est une classe qui n'a pas de présence dans le monde. Donc, elle ne peut pas entrer en contact avec les autres acteurs. Voyez ça vraiment comme le cerveau qui est placé dans l'ennemi. Et on ne peut pas dire, quand le cerveau touche un projectile, on fait telle ou telle chose. D'accord ? Donc, c'est normal, tout simplement parce qu'une IA n'a pas de présence dans le monde. Mais malgré tout, c'est quand même un blueprint qui peut avoir des fonctionnalités. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, vous voyez ce truc-là, le Begin Play et l'Eventic, on va les supprimer juste pour vous montrer que c'est possible de les rappeler. Donc j'appuie sur supprimer. Et en fait, si jamais vous ne les trouvez pas, vous faites un clic droit, vous tapez Begin Play, et là vous pouvez réappeler l'event Begin Play. Ce qui est cool, c'est que par exemple, si je vais trop loin dans le graphe, admettons je vais aller vraiment loin là-bas tout au bout, ici, si je fais un clic droit et que je me dis tiens, je veux ajouter un Begin Play, je vais taper Begin Play. Et en fait, comme il existe déjà, dès que je vais appuyer sur Entrée, il me renvoie directement au Begin Play et toute la logique qui aura déjà été implémentée. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que nous allons, dans le AI Controller, faire en sorte de pouvoir dire à l'ennemi, écoute, il faut que tu suives le player. Donc pour ce faire, je vais supprimer le Begin Play, parce qu'on va le réutiliser plus tard. Je fais un clic droit et je vais taper Custom Event. Donc je vais créer un événement custom. Donc Add Custom Event, je vais cliquer dessus et je vais appeler cet événement custom Chase Player. Donc, suis le player. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer un câble et je vais taper AI Move To. Et vous choisissez AI Move To, celui-là. Pas le Move To Location Actor, AI Move To. Vous cliquez dessus. Et en fait, cette fonction-là, donc ce node-là, comment est-ce qu'il fonctionne ? Il a besoin de plusieurs paramètres. Il a besoin de savoir le pawn sur lequel on va demander de bouger. Donc le AI Move To va permettre de dire à un pawn, écoute, tu vas te déplacer soit vers une position, soit vers un acteur, et je vais te donner tous ces paramètres. Donc le pawn ici, c'est le pawn en question à qui on demande justement de se déplacer. Et quel pawn est-ce qu'on va contrôler ? Finalement, c'est le BP ennemi. Donc pour ce faire, ici, donc je suis dans le AI Controller, je vais faire un clic droit, et je vais taper get espace pawn et vous prenez get controlled pawn, celui-là. Get controlled pawn. Et là, si vous laissez la souris dessus, il dit, on voit le pawn qui est contrôlé par ce contrôleur. Donc, je clique sur get controlled pawn. Ça va permettre de récupérer le pawn qui est contrôlé par ce cerveau et je vais brancher ici. Au moins, là, on dit, on va dire à ce pawn-là
de se déplacer. Et vers quelle destination est-ce qu'on se déplace? Soit on donne une position, soit on donne un acteur. Nous, on va donner un acteur parce que on le connaît finalement et c'est le player. Ce qui est cool, c'est que le player, il peut être accédé n'importe où dans le code. Donc je vais faire un clic droit et je vais faire get player et vous avez get player pawn, ce truc-là. Vous cliquez dessus, là il vous dit quel index est-ce que vous voulez. Bon, on va laisser le 0 parce que c'est pas un jeu multi, donc le player 0 ça suffit largement. Si on avait deux players par exemple, le player index 1 ça serait le player numéro 2 par exemple. Ok, donc là je laisse ça à 0 et donc je vais brancher le player, donc ça va me prendre une référence vers le player qui est en jeu et je vais brancher ça ici dans Target Actor et c'est tout ce qu'on a à faire. Donc là quand je lance ce truc là, il va dire écoute, je vais dire à mon pawn, celui que je contrôle, d'aller vers le player. Ici, le acceptance radius, en fait, cette partie-là, ça permet de dire, écoute, à quel moment est-ce qu'on peut accepter que tu as atteint ta destination? Ici, si on met 5, ça veut dire que si l'ennemi arrive à 5 cm du player, on peut considérer qu'il est arrivé à destination et donc on a fini de se déplacer vers le player. Si vous augmentez ça, bien sûr, il va s'arrêter plus tôt. Si vous mettez ça à 0, il faut vraiment qu'il soit exactement sur la même position que le player et on peut dire que c'est bon. Donc là, le acceptance radius, on le laisse à 5 pour le coup. On ne va pas mettre 0 parce que c'est compliqué d'arriver en quelque sorte exactement à la même position que le player. Et le stop en overlap, ça permet de s'arrêter dès que les deux se superposent. Le overlap, donc, rappelez-vous, c'est une collision spéciale qui dit que deux acteurs se sont superposés. Imaginez par exemple que l'ennemi a une boîte de collision qui est énorme et le player aussi. Et dès qu'en fait leurs boîtes de collision vont entrer en contact, et en fait on va s'arrêter même si on n'a pas atteint le acceptance radius. D'accord ? Ensuite, un autre point, c'est qu'ici, en fait, on a plusieurs paramètres de sortie. Le premier, c'est celui-là, qui va être lancé tout de suite après. Donc, on lance AI Move To, et ensuite, admettons que je fais un print string. Voilà, un print string. En fait, ça va afficher Hello tout de suite après. Le On Success, celui-là, va être lancé si jamais l'IA arrive à atteindre son objectif. Si jamais l'IA a réussi à atteindre le player. D'accord ? Et le on fail, c'est si elle n'a pas réussi. C'est-à-dire, dans quel cas est-ce qu'on peut dire que ça a réussi ou que ça n'a pas réussi? Par exemple, imaginez que, je sais pas, l'IA est en train de chasser le player et le player meurt. Et dans ce cas-là, elle a raté. Elle n'est pas arrivée vers le player parce que il n'existe plus. Si par exemple, elle arrive à atteindre le player, dans ce cas-là, on peut dire qu'elle a réussi. Donc on peut dire par exemple que dès que tu as on success, dès que tu as atteint ta cible, tu l'attaques, par exemple. Ou si tu n'atteins pas ta cible, par exemple, on fail, dans ce cas-là, tu retournes à ta place et tu continues de patrouiller. Et le movement result, je ne vais pas l'aborder, mais en gros, il peut avoir plusieurs paramètres. Si vous voulez savoir quel paramètre ce type de variable a, vous tirez un câble et vous faites switch. Et là, vous avez l'ensemble des trucs success, blocked, off path, aborted et invalid. Donc ça, je vais prendre, je vais supprimer et je vais mettre un petit commentaire. Je prends ça, j'appuie sur C et je vais dire ordonne au pawn contrôlé par l'IA d'aller vers le player. Voilà, ordonne au pawn contrôlé par l'IA d'aller vers le player. Donc je vais changer le skin pour mettre mon petit skin gris. Je monte la bulle quand je dézoome et on peut colorier la bulle. Vous pouvez mettre ça à une bulle grise si vous voulez. Donc là, c'est bon. Et maintenant que l'event est créé, on va l'appeler dès que l'ennemi entre en jeu. Donc je vais faire un clic droit. Je vais taper begin play pour ajouter notre node begin play. Et ici, ce que je vais faire, c'est que dès qu'il entre en jeu, je vais appeler ma fonction, mon événement chase player. Donc soit je prends ça et je le glisse ici, soit je tire un câble. Vous avez l'habitude, ici je tape chase player. Voilà, et on a bien chase player disponible ici. Donc je clique sur ça. Et donc je compile. Et maintenant que c'est bon, qu'on a programmé notre cerveau, on va le brancher sur notre pawn. Donc là, on a créé le cerveau, mais concrètement, on lui a pas dit, écoute, c'est de la classe ennemie que tu contrôles. Pour ce faire, je vais aller dans le BP ennemi. Et ensuite, je vais aller dans classe defaults ici. Et là, les classes defaults, alors ça, c'est nouveau sur Unreal 5.1, si je me trompe pas, mais il y a beaucoup trop de paramètres et c'est un peu chiant de chercher. J'ai pas l'habitude de taper dans la barre de recherche parce qu'en général, ça va, je peux me retrouver. Et là, il y a beaucoup trop de paramètres. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller tout en haut dans la barre de recherche et je vais taper ici AI Controller. Donc, n'oubliez pas, je suis bien dans la classe BP ennemi. J'ai cliqué sur classe defaults et là, AI Controller, on a pawn et on dit AI Controller class. Donc, en gros, il dit la classe qui va contrôler ce pawn-là, donc le pawn ennemi, c'est une classe de type AI Controller classique. Moi, je veux pas de ça, je veux que ce soit ma classe à moi, la classe AIC ennemi. Je clique là, et là, on a bien AIC ennemi qui est dispo. Je vais cliquer dessus,
Et je dis voilà, par défaut, du coup, lorsque un ennemi est mis en jeu, plutôt que de prendre le cerveau par défaut, je prends le cerveau que moi j'ai programmé et ici ennemi qui permet de dire bah écoute, tu vas courir après le player. Donc je vais compiler, je vais sauvegarder et maintenant je vais aller dans la map. Donc main map ici, donc le player va apparaître dans cette zone là et là je vais appuyer sur CTRL espace, je vais prendre un BP ennemi et je vais le placer ici pour voir comment est-ce qu'il va chasser le player. Donc je le tourne à 90 degrés, j'appuie sur espace, ici, non 180 pardon, pour qu'il fasse face au player, j'appuie encore sur espace pour le placer un petit peu plus près, et là si je lance l'exécution, voilà, l'ennemi ne bouge pas du tout. Alors en fait ici, si l'ennemi ne suit pas le player, c'est tout simplement parce que bien que son cerveau soit branché, il lui faut un moyen de délimiter la zone dans laquelle il peut se déplacer, en quelque sorte une zone de jeu. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous regardez des jeux classiques, hein, je sais pas, je pense à Elden Ring par exemple, dans ces jeux-là, souvent les ennemis, ils ont une petite zone de déplacement. Bon, peut-être que c'est faux, que c'est un mauvais exemple, mais souvent dans les jeux, les ennemis ont des zones dédiées. Par exemple, peut-être qu'il y aura un garde qui va s'occuper seulement de la salle des ordinateurs et qui, lorsque vous allez aller trop loin, va retourner et patrouiller tout simplement. Donc ici, dans le cas de notre jeu, on aimerait faire en sorte, par exemple, que la zone de spawn dans laquelle le player apparaît soit une zone safe, c'est-à-dire que les ennemis ne peuvent pas entrer dans cette zone-là et que ici on puisse expérimenter avec les touches pour être sûr que tout fonctionne correctement avant d'entrer dans la zone de jeu. Donc nous, on va trouver un moyen de faire en sorte de dire aux ennemis, bah écoute, voilà, toute cette zone-là, c'est ta zone de jeu, tu fais ce que tu veux dans cette zone-là, mais n'en sors surtout pas. Alors pour ce faire, je vais venir ici dans la classe, dans la partie Place Actor, ce truc-là, le carré avec le petit plus, je clique dessus, je vais aller dans Volume, et ici j'ai Nav Mesh Bounds Volume. Nav Mesh, c'est un Navigation Mesh, c'est une zone de navigation, en quelque sorte, pour les IA. Donc je vais cliquer dessus, ça va me faire apparaître un truc ici dans le level, donc c'est cette boîte-là, là ici, hein. Vous pouvez la voir normalement, c'est plutôt fin, mais en gros on peut la récupérer ici. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir la placer au centre du level. Donc ici, je vais appuyer donc, dans Location, là sur la droite, juste au-dessus de ma tête, ok. Et ici, vous allez mettre tout à 0. Donc je vais cliquer sur la petite flèche qui est dispo ici, ça va tout remettre à 0 et donc ça va placer le cube au centre. Et comme mon level est placé correctement au centre de la map, ça ne pose pas de problème. Ensuite, je vais appuyer sur la touche qui permet de redimensionner tout ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir tout ça. Donc là, on a bien le truc qui est au milieu. Je vais cliquer sur le petit carré blanc et je vais agrandir. Je vais déplacer ma souris tout en maintenant la souris appuyée ici. Et donc là, je ne sais pas si vous allez voir, hein, peut-être qu'avec la compression de la vidéo, ça ne va pas se voir, mais en gros, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire en sorte que ce cube-là englobe la totalité de la zone de jeu. D'accord ? Comme d'habitude, vous pouvez vous mettre en vue top. Ici, vous cliquez sur perspective, vous mettez en top. Ça vous permet de voir le tout à partir du haut. Et donc là, ici, vous pouvez mettre ici wireframe, cliquer sur ça et mettre sur Unlit pour voir la zone de jeu avec la délimitation de votre cube. Vous cliquez là et vous faites en sorte qu'il prend toute la zone de jeu. Voilà. Donc là, ici, on voit bien qu'il prend toute la zone de jeu et qu'il s'arrête ici. D'accord ? Que la zone de jeu s'arrête là. Au moins, l'IA ne peut pas dépasser cette zone-là. Donc là, si je retourne en vue perspective, là, perspective, on peut voir ici que ça englobe bien la zone. Alors attention, il faut vraiment que ça touche le sol, hein. Donc là, je ne sais pas si vous allez voir avec la compression de la vidéo, mais en gros ici, on a bien mon cube qui descend et qui a englobé tout le sol de la zone jouable. Une fois que c'est fait, vous allez appuyer sur P. Ok, donc je sélectionne toujours mon Nav Mesh Bounds Volume, donc le volume qui est placé dedans, hein, et je vais appuyer sur la touche P. Et regardez ce qui va se passer dès que j'appuie sur P. Alors là, pour le coup, ça n'a pas lancé. J'appuie sur P. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il y a une zone qui est devenue verte. En fait, ça veut dire que c'est la zone dans laquelle le mannequin, l'ennemi, peut se déplacer. Alors là, pour le coup, c'est un petit peu trop grand. Donc, il considère que cette zone-là, au-dessus de mon monument, c'est une zone jouable. Donc moi, je vais juste rétrécir un petit peu. Donc j'appuie sur espace pour descendre. Hop. Je vais baisser un petit peu mon truc. Voilà. Pour descendre encore un petit peu. Pour ne pas que le monument soit considéré comme étant une zone jouable. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il a créé en fait une zone verte. C'est toutes les zones dans lesquelles notre IA pourra se déplacer. Vous voyez qu'il y a un petit jeu, hein, que ici en fait, il ne peut pas trop coller au mur, mais au moins on a bien quelque chose de défini. Donc quand on appuie P
P, ça permet de calculer toutes les zones sur lesquelles l'IA peut se déplacer. Donc encore une fois, veillez bien à ce que le sol soit englobé dans le cube et ensuite vous appuyez sur P. Donc là, si je lance le jeu, l'ennemi ne bouge toujours pas. D'accord? Pourquoi? Tout simplement parce que comme on a appelé le truc dans le begin play ici, donc je suis dans le AIC ennemi, quand on a appelé chase player au begin play, ce qui se passe, c'est que ici on va lui demander, bah écoute, tu vas chasser le player. Sauf que lui, à ce moment-là, comme le player n'est pas dans l'aire de jeu, bah pour lui, le player n'existe pas. Et donc, automatiquement, il dit, fail. Il vous dit, le player n'existe pas dans ma zone de jeu, donc je ne peux pas me déplacer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le player, donc la zone de spawn du player, et je vais venir le placer sur la map, quelque part par là. Voilà. Je le mets bien dans la zone de jeu. Et donc là, si je lance le jeu, là, vous voyez que l'ennemi va un petit peu trop vite, là, pour le coup. Il va m'attraper, en gros il se déplace vraiment trop vite, donc on va changer un petit peu sa vitesse, mais vous voyez que pour le coup ça a bien marché vu que l'ennemi a bien commencé à chasser le player. Donc je vais sortir de là, j'appuie sur Escape, je vais aller dans la classe BP ennemi, et ensuite je vais cliquer sur Character Movement. Vous vous rappelez bien qu'ici c'est la partie qui permet de gérer la vitesse de déplacement, et là je vais cliquer sur la croix pour annuler ma recherche de AI Controller. Et ici on a Character Movement, et vous cherchez Character Movement Walking, ce truc là, vous dépliez. Et là, on a le max walk speed qui permet de gérer la vitesse. On va mettre ça à 300. Voilà. Je vais compiler, sauvegarder. Et là, je vais relancer l'exécution. Donc là, si je vais dans le viewport et que je lance, donc l'IA, voilà. L'IA suit bien le player, peu importe où je vais. Donc elle continue de me suivre. Par contre, il y a un souci. C'est que là, si je laisse l'IA me toucher, voilà, elle est là. Et bien maintenant, dès que je me déplace, l'IA ne vient plus vers moi. Pourquoi? Tout simplement parce que finalement, la tâche qu'on lui a donnée va vers le player, elle est terminée. Donc l'IA, l'ennemi n'a plus de raison de continuer vu qu'il a fini, vu qu'il a accompli sa tâche. Il est allé vers le player. En gros, c'est pour ça également que si on spawn à l'extérieur, l'IA ne vient pas, vu qu'on lui a demandé, elle a fini sa tâche, vu qu'elle a dit, c'est bon, je ne suis pas parti vers le player. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que, en gros, on va faire en sorte que l'ennemi ne s'arrête jamais, même quand il a atteint sa cible, en lui demandant constamment de traquer le player. Donc je vais appuyer sur Escape, et en fait, ce que je vais faire, c'est que ici, si je vais dans AIC ennemi, moi, je veux que qu'on fasse appel à ce truc-là plusieurs fois, et de manière constante finalement, pour que l'IA, on lui dise à chaque fois, écoute, va vers le player, écoute, va vers le player. Et toutes les secondes, on lui dit ça. Bon, au bout d'un moment, il va peut-être s'énerver un petit peu, hein, mais en tout cas, pour le coup, on veut dire à l'IA de manière répétée tout le temps, écoute, tu vas vers le player, n'oublie pas, si ça t'attache, c'est ce que tu dois faire. Et donc pour ce faire, on va utiliser le timer. Alors le timer, il est disponible ici, je vais prendre ça, je vais supprimer le chase player, et là, je vais tirer un câble, et je vais faire un set timer. Set timer by event. Ce truc-là. Ok, donc le set timer by event, donc c'est une fonction qui permet de répéter constamment une action. Alors, il me semble, je ne sais pas pourquoi, j'ai un trou là pour le coup, mais il me semble qu'on avait déjà utilisé un timer, ou peut-être que non, donc je dois me tromper, mais en gros, le timer, ça permet en quelque sorte de lancer une logique à intervalles réguliers. Donc ici, par exemple, je vais mettre le timer, je vais mettre le time à 1, et je vais cocher looping. Et en gros, ce truc-là va être exécuté toutes les 1 seconde et va looper. C'est-à-dire qu'en fait, ça va se répéter plusieurs fois. Si on ne coche pas looping, ça va exécuter une logique après 1 seconde. C'est comme une sorte d'attente. Si on mettait 5 secondes, on dit, écoute, je veux que tu commences à chasser le player après 5 secondes. Donc quand je vais lancer ça, il va compter jusqu'à 5. Et à 5, il va dire, c'est bon, tu peux y aller. Donc moi, je mets à 1 pour dire que dans 1 seconde, tu y vas. Mais en plus de ça, je vais cocher ça pour dire, écoute, tu vas y aller toutes les secondes. Donc, toutes les secondes, je vais te redire ce qu'il faut faire. Et comment est-ce que ce timer va permettre de lancer l'exécution de chase player? C'est simple. Ici, vous avez un paramètre d'entrée, un carré rouge, qui est particulier puisque, comment est-ce qu'il fonctionne? Il faut le prendre et il faut le brancher sur un autre événement. Donc, chase player ici. Donc, je connecte ça comme ça. Et en fait, en gros, c'est comme si c'était un câble d'exécution qui va dire, toutes les 1 seconde, je lance l'exécution de l'événement qui est lié ici. D'accord? Donc là, je vais mettre une petite bulle commentaire ici. Donc je sélectionne ça, je mets un petit commentaire en cliquant là, et je vais mettre donne un ordre au pawn toutes les secondes.
voilà, donne un ordre au pawn toutes les secondes. Et quel ordre est-ce qu'on donne? On donne l'ordre de chasser le player. Donc là, je lance, je compile, je sauvegarde, je vais lancer l'exécution. Voilà, hop, alors je vais peut-être retourner dans le viewport ici. Voilà, si le truc vert vous explose les yeux, vous sélectionnez le nav mesh, vous appuyez sur P et normalement ça disparaît. C'est toujours valide, hein, il faut juste appuyer sur P une fois pour qu'il prenne en compte la zone de jeu, mais une fois que c'est validé, vous pouvez appuyer sur P encore une fois pour que ça disparaisse. Donc là, je vais lancer le jeu, je vais laisser l'ennemi venir vers moi. Voilà, donc il m'a touché, ok. Et là, si je repars, voilà, automatiquement il repart. Si vous faites bien attention, regardez, lorsque je vais lancer l'exécution, l'ennemi ne va pas venir tout de suite. Donc là, automatiquement, voilà, l'ennemi il a attendu une seconde. Alors, pour information, ça me fait penser à un autre truc, c'est que ici, en fait, vous voyez que quand je lance l'exécution, c'est un peu sombre, et ensuite, ça devient progressivement éclairé. Pourquoi? Tout simplement, c'est dû à l'adaptation de l'œil. Nous allons corriger ça tout de suite après. Donc là, ce que je vais faire, c'est que maintenant que ça fonctionne, je vais remettre le player dans sa zone safe. Une petite astuce que j'ai utilisée tout à l'heure, si vous prenez ici le truc pour le déplacer, d'accord, et que vous maintenez la touche Shift, en fait, vous allez le déplacer et déplacer la caméra avec. D'accord? Si vous ne faites pas la touche Shift, en fait, ça va juste le déplacer en fonction de votre souris. Si vous maintenez la touche Shift, vous vous déplacez avec l'objet. D'accord? Donc là, je le mets ici. Et donc ici, si je lance l'exécution, l'ennemi ne me traque pas encore. D'accord? Il est dispo ici. Par contre, dès que je vais entrer en jeu, bam, une seconde après, il va commencer à me suivre. Et là, il va constamment me toucher, il va repartir. D'accord? Donc là, on va juste corriger la partie qui permet de mettre à jour la vision. Là. Donc là, si je lance, pour rappel, hein, si je lance ici, on part de sombre, on va vers clair. Et en fait, ça, c'est un truc qui permet de simuler l'adaptation de l'œil. L'adaptation de l'œil, vous voyez, le soir, je ne sais pas si vous avez sûrement remarqué, mais en gros, lorsque vous vous levez le soir, vous voyez un petit peu dans le noir et petit à petit, plus vous restez dans le noir, plus votre œil s'adapte. Et en fait, c'est exactement ça. Ici, en fait, il considère que la scène est peut-être légèrement sombre en quelque sorte, et donc il met à jour automatiquement l'éclairage de votre caméra pour simuler l'adaptation de l'œil. C'est pour donner un côté un petit peu naturel. Donc pour corriger ça, on va aller dans Edit. Donc là, je sors du script, hein, c'est juste que ça me faisait penser. J'essaie d'imaginer toutes les questions que vous pouvez me poser en suivant le truc. Donc je vais venir ici et je vais taper Expose. Voilà, Expose. Et vous avez Auto Exposure, ce truc-là. Auto Exposure. C'est l'exposition en fait. Ici, vous cliquez dessus. Ceux qui ont l'habitude avec les appareils photo, peut-être que vous connaissez. Donc vous décochez ça pour dire je ne veux pas d'auto-exposition. Vous sauvegardez. Et normalement, voilà. Donc là, vous voyez vraiment la scène telle qu'elle est censée apparaître lorsqu'on joue au jeu. Donc là, c'est pour ça qu'elle a commencé sombre comme ça, et qu'ensuite elle s'éclaircit, parce que il part du principe qu'en gros, il faut que l'éclairage soit à un taux d'éclairage suffisant. Donc là, si je lance, vous voyez que là, ça reste sombre, ça ne s'adapte plus, parce que j'ai retiré l'adaptation de l'œil. Donc pourquoi j'ai ça maintenant? On va venir ici dans Tools, alors dans Windows, Environnement Light Mixer. Je stresse toujours un peu quand je suis dans ces parties-là parce que j'ai peur d'oublier, de ne plus savoir comment on fait. Mais en gros, là maintenant, ce que vous allez faire, vous allez venir, on va changer. Donc, je suis venu ici, hein, donc Windows, Environnement Light Mixer pour ouvrir les paramètres de lumière qu'on a utilisé plus tôt dans cette formation. Et en fait, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la luminosité du ciel. Donc ici, Intensity, d'accord, Skylight. Vous avez Intensity. Vous allez venir là et vous allez augmenter ça progressivement jusqu'à ce que ça atteigne une couleur que vous aimez bien. Admettons, je vais mettre une grosse couleur, 20. Là, vous voyez que ça éclaircit tout de suite la scène. Parce que finalement, la lumière ambiante du ciel est beaucoup plus forte. Donc, je ne veux pas un truc comme ça. Je vais mettre ça plutôt à 5. On va dire 10. Ouais, allez, on va dire 8. Donc là, j'ai mis l'intensité à 8. Et donc là, c'est quand même plus acceptable. Hein, c'est quand même joli. Ça donne une petite ambiance semi-romantique. Hein. Et donc là, si je lance l'exécution, voilà. Donc là, on a bien un setting, donc un environnement relativement sombre, un petit peu dans la pénombre. Et ça va être pratique, justement, parce que justement, dans la prochaine leçon, nous allons nous attaquer à la création de notre projectile qui va avoir justement une apparence de laser et ça va mettre en évidence un peu ce côté un peu sombre dans le level. Donc, on se retrouve là tout de suite après.